Le cerf est un des animaux les plus spectaculaires qu'on puisse voir en Occident depuis très longtemps. Et il a toujours frappé les gens par le caractère vraiment extraordinaire de sa ramure, hein. Ces bois qui ont la particularité de tomber chaque année et de repousser en quelques mois. Donc c'est une chose qui est tout à fait surprenante. Et pendant très longtemps, on a cru que ces bois étaient plutôt en quelque sorte de nature végétale. Donc il y avait l'idée que le cerf était une espèce d'animal un petit peu intermédiaire entre les deux règnes, le règne animal et le règne végétal. Donc c'est évidemment quelque chose qui est très très riche sur le plan de l'imaginaire et qui a permis à l'animal d'être porteur de tout un aspect symbolique extrêmement divers. La symbolique chrétienne à l'époque médiévale va permettre de porter finalement cet animal au sommet de la hiérarchie des animaux qui peuplent les forêts occidentales, à l'instar du lion ou de l'ours. Parce que les contemporains, qui perçoivent tous les éléments de la nature comme une sorte de message que Dieu cherche à leur exprimer, hein, une sorte de rébus en quelque sorte, les contemporains vont s'interroger sur cette particularité justement qu'a le cerf qui consiste à perdre ses poids et à les refaire immédiatement. Ils vont se dire mais qu'est-ce que ça peut signifier? Et c'est probablement une image de la mort et la résurrection du Christ. Donc le cerf va être perçu justement comme un symbole de la résurrection, un symbole de l'immortalité, un symbole du Christ. Ce thème chrétien va être illustré dans une légende qui est très souvent représentée, c'est la légende de Saint Eustache. Saint Eustache, c'est un personnage légendaire qui aurait vécu sous le bas empire romain et qui, prétendument, à la poursuite d'un cerf, va avoir une vision, la vision du Christ en croix, dans les bois du cerf. Et le Christ, au moment où il va attraper le cerf, cerné par la meute, le Christ s'adresse à Saint Eustache et lui dit « Mais Eustache, mais pourquoi me poursuis-tu » Et il amène par cette vision, Eustache a changé complètement de vie. Et Eustache, qui était plutôt un personnage bon vivant, éventuellement débauché, va devenir un saint. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'image presque d'Épinal que j'ai eue à l'enfance de ce cerf de Saint-Eustache. Et ça convenait parfaitement au positionnement que je voulais donner au cerf, c'est-à-dire l'aspect spirituel. Et de plus, quand j'ai produit la tête du cerf, il me fallait un renfort central du fait de la tension des cordes. Et du coup, naturellement, ça m'a fait une croix. Ça permettait de faire un repère symbolique. Et puis, ça me permettait de faire le lien aussi avec la nature et le lien que l'homme a avec la nature. D'autant qu'en trouvant le cerf avec lequel j'ai travaillé, un ostéologue m'a dit que les cerfs qui avaient un certain âge avaient tendance à ossifier leur cartilage cardiaque et que ce cartilage avait parfois une forme de T, voire de croix. Et que donc, il arrivait que les animaux très vieux avait donc une calcification en forme de croix en plein dans le cœur. Tout petit, j'ai touché des bouquins qui parlaient effectivement de la préhistoire. Je crois que j'ai été très rapidement fasciné par des mondes qui n'existaient plus. Les références que j'utilise, c'est des références qui proviennent du faire. Le fait de reproduire un geste me permet de me mettre dans la position de celui qui a fait ce même geste il y a 30 000 ans. Même si je n'ai pas exactement la même morphologie, je n'ai pas le même environnement, je n'ai même pas la même culture, malgré tout, quand on a besoin de casser une noix, par exemple, soit il faut trouver un outil, est-ce qu'on prend un caillou, est-ce qu'on prend une deuxième noix, est-ce qu'on le fait casser par un autre, hein, ou est-ce qu'on devient costaud, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est plus pratique? Depuis très longtemps, je voulais travailler avec les os. C'est quelque chose qui
presque tout petit d'ailleurs, de toute façon, en me promenant dans le jardin ou en ramassant une grenouille un peu séchée, et, hop, on voit sortir un petit bout d'os, ou en se promenant dans la forêt, etc. Bon, il y a toujours eu des os. Et je suis tombé sur une mâchoire inférieure d'âne, et quand on fait vibrer les deux parties du maxillaire gauche, je crois, contre la main, les dents à l'intérieur vibrent. Et à partir de là, immédiatement, j'ai une sorte de flash, je me suis dit, mais pourquoi n'a-t-on jamais produit un instrumentarium fait d'un seul squelette, du même animal, pour faire vibrer tout un animal, lui garder toute son entité et le faire vivre, symboliquement ou véritablement le faire revivre sous forme de vibration, sous forme de son. Et ça, c'était juste l'idée de départ. Je ne savais pas quel animal j'allais choisir. Donc à partir de cette mâchoire inférieure d'âne et de cette idée d'instrumenter tout ce squelette, s'est posé d'abord le problème de quel animal. Alors j'ai pensé d'abord au cheval, et puis pourquoi pas le cerf. Donc il y avait là un sujet lié à des proto-croyances. Non seulement on le trouve quasiment dans le monde entier, mais en plus depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a 20, 30 000 ans. Et donc ça m'a conforté dans l'idée de prendre un cerf, parce qu'il couvrait à la fois beaucoup de temps, faisait partie de notre culture, de nos origines. Alors j'ai commencé à chercher un peu, déjà donc c'est assez difficile de pouvoir le trouver, puisque moi j'habite dans une ville, un squelette de cerf ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, si je puis dire. Donc j'ai demandé à droite et à gauche, et puis il se trouve que j'ai parlé de ce projet à une personne qui organisait une grande exposition et qui cherchait justement certains artistes qui travaillaient sur le sujet de la mort. Et il me dit, mais bon, écoute, Eric, est-ce que tu pourrais produire ce projet maintenant ? Et ça m'a surpris, parce que je ne pensais pas devoir le créer immédiatement, et j'ai trouvé ce squelette de cerf en 15 jours. C'est-à-dire en fait, en 2 jours, j'ai trouvé la personne qui allait pouvoir me fournir ce squelette. Et en 15 jours, il est arrivé à l'atelier. Donc là, je suis parti avec des os nettoyés. C'est ce que je pouvais tenir, soutenir. Dans mon travail, une des étapes, disons, c'est de créer une œuvre, offrir quelque chose à voir, quelque chose à partager. Et donc j'ai choisi de montrer cet instrumentarium au sol, de manière la plus simple possible, pour qu'il y ait une vision presque neutre. Et j'ai essayé, par le geste d'approcher un os, on a l'idée de se nourrir. Et puis à un moment donné, hop, il y a un son qui sort. Et c'est presque inimaginable, en quelque sorte, que d'un objet qui rappelle la mort, et bien finalement, on sort un son, et le son fait plutôt appel à l'existence, à la vie, ne serait-ce que par l'idée de l'oiseau, l'idée du chant, ou d'une personne qui respire, donc du souffle. Et là, il y a un contraste, il y a quelque chose qui me semble paradoxal, impossible. Et donc j'ai joué de ce contraste. J'ai joué de ce contraste entre cette vibration, le son qui sort d'un objet qui, lui, symbolise donc la mort. Alors du coup, passant d'un instrument à l'autre, d'une sonorité à l'autre, certaines parfois rappelant le son d'un oiseau, d'autres le son d'un grognement, ou voire même d'instruments connus, tout simplement, ou de tel ou tel type de culture, selon l'idée qu'on se fait de la culture des autres à travers le son des instruments. Ça crée donc différents référents qui se retrouvaient rassemblés dans un squelette. Et les référents étant tellement différents les uns des autres et tellement nombreux, on ne peut plus prendre le temps de faire la dichotomie de tous ces paramètres. On se contente simplement d'écouter.
et de se sentir envahi en fait de multiples possibilités de timbres, d'origine, d'histoire, de distance. Et c'est ça que je voulais obtenir. Le cerf, c'est une étape concrète de pouvoir travailler sur le sujet en ayant encore un repère visuel symbolique. Comme certains ont besoin d'un crucifix pour croire en Dieu, en quelque sorte. Bon. Mais c'est à la fois un support de réflexion et en même temps, ça peut être un obstacle. Et lorsqu'on voit un os, on a cet obstacle. C'est-à-dire qu'on a un référent, alors c'est une peur profonde sans doute, une peur animale on pourrait dire, instinctive, qui cherche par le plaisir de vivre, de nous écarter, simplement pour nous protéger, afin de pouvoir survivre. Donc la fonction du corps, c'est de pouvoir se gérer et pouvoir nous donner des impulsions, de sorte de pouvoir nous sortir en fait de ce risque de trépasser. Donc il y a une peur profonde qui nous permet de nous sauver. Mais au-delà de cette peur profonde, je crois que l'humain a cette capacité-là de comprendre que tout est en transformation, tout est en train de se transformer, et que le corps est une enveloppe, évidemment. Le corps est une enveloppe qu'il faut respecter pour être et continuer à devenir, mais qu'après nous, il y aura d'autres personnes, il y aura d'autres êtres, et que finalement, ce qui compte, c'est aussi ce qu'on laisse derrière soi, c'est-à-dire en fait la somme de nos actes, en quelque sorte. C'est un peu l'idée du souvenir qu'on a laissé. Et le souvenir qu'on laisse, c'est pas quelque chose de concret, c'est l'émotion qu'on en a. Donc du coup, c'est le plaisir que ça nous donne, ou les impressions que ça nous laisse. C'est pas une quantité, c'est pas quelque chose de palpable. C'est pour ça que l'os qui sonne, le son, est impalpable. Et là, on retrouve quelque chose qui va au-delà de la mort. C'est pas l'os qui compte, c'est le son qui en sort. Donc finalement, la mort, ce n'est qu'une étape de transformation. Parce que ce qui est important, c'est la mémoire, en fait. Mais ce n'est pas une mémoire concrète, ce n'est pas des images, c'est nos gestes. Depuis que j'ai perdu mon père, il y a quelques années, je me suis d'autant mieux rendu compte que dans ma gestuelle, il y a une partie de la gestuelle de mon père, par exemple. Une attitude que je retrouve, un placement de voix, de regard. Aussi, j'aime bien manger ce qu'il mange. Et donc, quand je mange du chocolat, je le vois manger du chocolat. Mais mieux que ça, c'est qu'en mangeant,
j'ai l'impression que c'est lui qui mange. C'est que je le vois même plus faire. Ça, c'est 1 degré. On se remémore concrètement les choses, enfin on se les remémore mentalement, mais quand je mange du chocolat, effectivement, j'ai l'impression que c'est lui, quelque part, aussi qui en profite. Encore. Donc il n'a pas disparu. Il est encore là avec moi. D'une part parce que je le veux bien, mais même pour ceux qui ne voudraient plus y penser, parce qu'ils souffrent trop, en fait, si on aime une personne, le fait qu'il soit encore avec soi, il faut le laisser. Enfin, il faut, en tout cas, il faut être avec lui, en fait. Il faut accepter d'être avec lui. Ça fait partie de nous, en fait. Par rapport à la réaction du public, certaines personnes ne réagissent pas particulièrement, ou alors d'un point de vue très intime. C'est-à-dire qu'ils viennent me voir par la suite et ils me disent « Mais là je vois un cerf, mais à un moment donné j'ai cru que c'était presque des os humains. » Et je me suis dit « Mais pourquoi tu n'as pas fait ça avec des os humains carrément ?» Alors soit c'est sous forme de provocation, auquel cas oui mais ce serait bien plus fort si c'était des os humains. Donc ça c'est pour une volonté de choquer ou d'avoir été trop habitué, d'avoir vu des concepts un peu provoqués pour essayer de faire un peu bouger les esprits, etc. Ou bien de venir me voir et me dire mais que ça faisait longtemps que ça leur trottait dans la tête de trouver une sépulture qui leur conviendrait, qui ne soit pas classique, qui ne soit pas banale. Alors soit effectivement ce sont des artistes ou des gens un peu entre guillemets des originaux qui cherchent toujours la petite bête ou des choses compliquées. Et puis j'ai eu affaire à quelques musiciens qui étaient habités par leur instrument et qui me disent mais je voudrais devenir instrument. Et donc ils me proposent naturellement ça. Alors évidemment, en Europe, enfin en France, c'est aujourd'hui impossible. Même si je le voulais, ça suffirait pas, à moins de le faire clandestinement, mais il ne s'agit pas de le faire comme ça. Alors entamer un processus de transformation dans une société qui n'accepte même pas que les personnes gardent chez soi les cendres de leurs défunts, il y a du chemin à faire. Mais ça ne demande qu'à bouger, donc peut-être qu'il y a matière là à créer un projet qui serait de proposer une sépulture où le corps serait préparé, les os seraient nettoyés, donc ce seraient des praticiens qui auraient cette connaissance, donc, et ils existent, puisque les médecins légistes sont tout à fait capables de faire ça, et le font d'ailleurs pour diverses recherches, raisons, etc., dans différents domaines. Et du coup, suite à ça, et avec effectivement coucher sur testament, que sais-je, enfin donc inventer un protocole, mettre au point un protocole où il n'y ait pas place au hasard, de sorte que le défunt puisse être respecté jusqu'à ce qu'il soit transformé en instrumentarium. Et puisse être gardé par la famille, de sorte qu'ils puissent écouter le son des os de leur défunt. Ça ne serait pas pire, ça ne serait pas mieux, ça serait différent que ce que d'autres peuvent faire. Lorsqu'en Grèce, j'ai exposé certaines pièces, on m'a dit que donc, dans les monastères, les moines gardaient parfois les crânes de leurs frères défunts dans des placards alignés. Et une fois par an, ils ouvraient ces placards pour nettoyer donc, les crânes, les dépoussiérer, leur parler, que sais-je, je ne sais pas exactement, et les reposer. Voilà. Pour simplement être en contact avec eux et aussi être en contact avec la mort. C'est aussi un exercice spirituel d'être effectivement conscient de notre passage furtif sur cette planète. Au
départ, il y avait une idée, donc, qu'ensuite j'ai essayé de mettre en place, de faire une proposition, d'essayer d'élaborer quelque chose qui me semble juste. J'avais en tout cas qu'un seul squelette aussi, donc il a bien fallu que je commence par un bout et que je finisse par l'autre, et qu'entre-temps, je ne me trompe pas trop, ne serait-ce que dans la fabrication. C'est-à-dire qu'il y a eu le fait de le faire, de l'écouter, de le sentir, de rentrer dedans, d'être le spectateur du cerf. Et puis ensuite, lorsqu'il y a eu public, là encore, il fallait que ça soit naturel, c'est-à-dire que je puisse offrir que ce que je peux, sans chercher à créer un mensonge esthétique qui puisse être un bel emballage, quoi. Voilà, il ne s'agissait pas de faire un bel emballage. Pour qu'on ne se sente ni gêné, ni agressé, parce que ce n'était pas le but du tout. Au contraire, d'arriver à être présent pour en jouer et en même temps être en retrait, pour supporter la vue et se supporter soi en se sentant écouter les autres, pour vivre une expérience à la limite de ce que chacun intimement peut supporter. Pour certains c'était très rapide, d'autres ça leur paraissait presque naturel. Ceux qui habitaient la campagne, qui ont déjà vu des bêtes mourir, etc., qui ont une certaine habitude de voir la mort, de la sentir, de couper des coups de canard. D'autres, au contraire, seraient incapables, parce que ne serait-ce que de voir une souris écrasée dans la rue, c'est insupportable. Donc, et là, il y a déjà des fractures sociales énormes. Et le public, pensant voir un spectacle, petit à petit se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une représentation, il s'agit d'une connexion. Enfin, en tout cas, de quelque chose qui est de l'ordre de la présence. C'est pas seulement quelqu'un qui va consommer, c'est quelqu'un qui va participer, qui va être là. Il pourra, sinon, il est obligé de soit détourner la tête, soit s'en aller, soit fermer les yeux, soit... Non, donc forcément, il va être titillé. Il ne va pas être titillé intellectuellement, il va être touché dans le cœur, dans le ventre. Ça débouche sur un débat, naturellement. Et évidemment, je reçois des questions qui sont parfois les mêmes pour celles qui sont les plus évidentes, et puis d'autres qui sont parfois très intimes et qui touchent effectivement à leur propre sépulture et qui leur renvoient à leur propre mort, évidemment. Le travail d'Eric Nussbiker m'a paru très intéressant puisqu'il semble revenir ou réinventer des rites extrêmement primitifs en utilisant ces ossements de cerf comme probablement les hommes préhistoriques ou les peuplades ont pu le faire, puisque ce sont les objets les plus simples dont l'homme pouvait disposer. Et tout ce travail de métamorphose qu'il fait a un aspect un peu spirituel, mais tout à fait spirituel, très, très intéressant, puisque en animant ces objets, et notamment par son souffle, il rejoint justement des thèmes qui sont donc très, très présents dans la plupart des religions, puisque le souffle, traditionnellement, c'est l'expression de la vie. Et en associant donc, cette matière inanimée, qui est l'expression de la mort, en fait, qu'est l'os, et son propre souffle, il redonne vie sous une forme sublimée donc, à tous ces éléments. Il y a tout ce travail qui est très beau et qui est servi par le côté un peu liturgique de cette mise en scène extrêmement précise, ordonnée qu'il fait lors de ses performances.